Pourquoi ton physique est catastrophique alors que tu vas à la salle depuis peut-être 3, 6, 9 mois ou peut-être même depuis plusieurs années? Littéralement, sur cette photo, ça fait plusieurs années que je m'entraîne. Je crois que je suis à 4 années d'entraînement. Sur cette photo, c'est la même, ça a été prise le même jour. Et j'ai littéralement 4 ans de muscu. Ça, c'est moi quelques mois après. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner littéralement 10 erreurs à corriger pour avoir ce genre de résultat. Parce que oui, si tu fais ces erreurs, eh bien tu auras toujours ce physique dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, peu importe le nombre d'années de muscu que tu fais. Alors qu'à partir du moment où tu les corriges, tu auras un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus tracé, un physique qui te donne réellement envie. Cette vidéo, tu vas voir, elle est full valeur, mais elle est aussi un peu longue. Et à partir de là, tu as certaines personnes qui vont retourner scroller sur TikTok parce que c'est long de rester posé devant une vidéo qui durera probablement plusieurs dizaines de minutes, peut-être pas loin d'1 heure. Et tu as d'autres personnes qui s'accrocheront et qui auront des résultats dès la première semaine d'application. Littéralement, je veux que tout ce que tu vois dans cette vidéo, tu l'appliques. Je veux pas que juste tu l'écoutes et que tu essayes de le garder dans un coin de ta tête parce que des vidéos, tu en regardes déjà beaucoup. Non, réellement, cette vidéo aujourd'hui, c'est du pratique, c'est du concret, c'est de l'applicable. Donc je veux que tu notes ces 10 points et que tu les appliques le plus rapidement possible. Et du coup, on va commencer par la première erreur qui est d'avoir un volume d'entraînement qui est trop faible. Avoir un entraînement qui est trop faible, ça va tout simplement te mener à la stagnation, voire à la régression. Faut comprendre aujourd'hui que pour prendre du muscle, il n'y a qu'une seule règle à respecter. C'est avoir un volume d'entraînement suffisant. Plus tu auras de volume, d'une certaine manière, plus tu prendras du muscle. Mais attention, ton volume que tu vas pouvoir encaisser sera limité par ta capacité de récupération, d'où l'intérêt de maximiser sa capacité de récupération, comme on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Dis-le moi en commentaire d'ailleurs si ça t'intéresse. Ce qu'on veut pour développer un muscle, c'est 10 à 20 séries par semaine par muscle que l'on souhaite développer. Si je veux développer mes mollets, eh bien je sais que dans ma semaine, je vais faire 10 à 20 séries. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on remarque dans le consensus scientifique. C'est que 10 à 20 séries par semaine, et même quand on est avancé, qu'on a un très gros niveau, un gros niveau du moins, on peut faire 15 à 25 séries par semaine, par muscle que l'on souhaite développer. Après, il faut bien se dire que là, on est sur quelque chose, c'est une moyenne, tu vois. Ça veut pas dire qu'en dessous de 10, tu progresseras pas, et qu'au-dessus de 20, c'est trop. Mais pour la plupart des personnes, entre 10 et 20 séries par semaine par muscle, tu vas les développer de façon optimale. Peut-être que en faisant moins, tu vas développer de façon optimale, en faisant moins que 10. Peut-être qu'en faisant plus de 20, eh bien, ça va être encore plus efficace. Mais généralement, ce qu'on retrouve, c'est 10 à 20 séries par muscle par semaine, et je t'invite tout simplement à tester différentes séries. Et ça qui est intéressant avec le volume, c'est que c'est un petit peu comme l'alimentation. L'alimentation, on le voit de façon mathématique. On gère un certain nombre de calories, un certain nombre de protéines, un certain nombre de glucides, un certain nombre de lipides, et on joue avec ces variables-là, en fonction de si on est en sèche, en fonction de si on est en prise de masse, en fonction de nos préférences. Mais on n'a pas ce truc-là en muscu. Le go muscu moyen n'est pas assez, on va dire, ne sait pas que il y a aussi ce système-là dans l'entraînement. On va dire que tu auras 3 types de volume que tu vas devoir appliquer à tes muscles. Tu auras le volume faible. Genre, ça va être 1 à 5 séries. Genre, histoire de, t'en fais un petit peu dans ta semaine avec une bonne intensité. Ça va être vraiment histoire de maintenir un point fort. Genre, t'as des triceps qui sont énormes. Tu te cales 3 séries d'extension triceps, voire 2, voire 1 en fonction de ton cas personnel, en fin de séance push ou en fin de séance upper, histoire de. Après, on a les muscles que tu souhaites développer, mais c'est pas optimal, on va dire. Un muscle que tu souhaites développer qui est déjà assez imposant chez toi, que tu as pas forcément envie de développer en priorité. Là, tu vas pouvoir être entre, allez, encore une fois, c'est des fourchettes, mais entre 5 et 10, 5 et 12 séries. Et du coup, on a les muscles qu'on veut mettre en priorité. Là, ça va être les muscles, on va chercher à maximiser le volume d'entraînement sur ces muscles en particulier. Et là, on va viser les 10 à 20 séries par semaine par muscle. Et c'est ce que je t'explique, c'est que tu peux pas maxer ton volume sur tous les muscles. Ça serait beau, on peut faire ça quand on est débutant, mais tu peux pas avoir 20 séries sur tous les groupes musculaires parce que tu vas voir que ça va te saccager nerveusement et qu'après tu pourras plus pousser. Quand tu fais 10 à 20 séries par semaine par muscle, c'est 10 à 20 séries menées proches, voire à l'échec, qu'on s'entende bien. Donc forcément, nerveusement, tu en prends un coup. Si on considère qu'on a, 8 groupes musculaires, si les 8 groupes musculaires, tu amènes 20 séries, ça fait 160 séries menées à l'échec par semaine, c'est beaucoup trop. Tu peux pas faire ça. Moi, je te donne mon cas concret. Actuellement, je cherche à développer mes pectoraux. J'ai 20 séries dessus. Le dos, je cherche un peu moins à le développer, mais je veux quand même un peu le développer. Donc, c'est la catégorie numéro 2 que je t'avais donné tout à l'heure de volume. Je vais plutôt être à 10-12 séries. Je vais avoir les triceps qui sont relativement bien développés chez moi. Bien, je vais juste faire 4 séries dans la semaine. Les abdos, pareil, que j'ai relativement bien développés, je vais juste faire 4 séries dans la semaine. Bref, pas tous te les faire, mais pareil, j'ai des gros ischios, donc je vais juste faire 8 séries par semaine. À l'inverse, j'ai des quadriceps que j'aimerais développer. C'est plutôt dans le groupe 2 de la répartition du volume, je vais faire 12 séries. Bref, tout ça pour dire que tu ne pourras pas maxer le volume de chaque muscle à cause de ton système nerveux. Tu seras limité, forcément. La deuxième erreur, c'est de manquer d'intensité dans tes séries.
Manquer d'intensité, c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps. Quand on parle de 10 à 20 séries, ce que je te disais tout à l'heure, on parle de 10 à 20 séries intenses. On parle de 10 à 20 séries menées quasi, voire à l'échec musculaire. En théorie, tu sais, on te dit, ouais, il faut faire il faut être à peu près à 1 ou 2 reps de l'échec musculaire. Parce que ça serait mieux, parce que ça permettrait à ton système nerveux, de mieux récupérer, parce que ça permettrait d'accumuler un plus gros volume d'entraînement. Donc, étant donné que le volume d'entraînement, c'est le driver de l'hypertrophie, ça permettrait de cumuler plus de travail, donc d'avoir plus de muscles. Mais en pratique, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que quand on dit 1 à 2 reps de l'échec, ça implique de savoir et de connaître parfaitement son corps, et donc de savoir où est l'échec musculaire. Étant donné que je te l'assure, même si tu le penses, tu ne connais pas ton échec musculaire. Donc en pratique, donne tout à chaque série. Va chercher chaque fucking rep. Tout simplement. Comment aller à l'échec, c'est très simple. À chaque fin de série, même si tu penses que tu ne peux plus, tu vas tout donner pour caler une rep de plus. Si elle passe, même principe. Déjà, tu vas voir que tu vas être étonné de voir à quelle facilité la rep passe alors que tu étais censé être à l'échec dans ta tête. Donc là, ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose. Retenter une rep de plus, tout donner. Et si elle passe, on répète le processus jusqu'à tomber à l'échec. Et c'est là qu'on comprend ce que c'est que la musculation, parce qu'on se retrouve en fait à penser que là, on devait finir sa série, donc on pensait qu'on était à l'échec en quelque sorte, mais en fait, on pouvait caler 4 répétitions de plus derrière. Atomisez-vous à chaque série, aussi simple que ça. Pro tips, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les séries courtes, c'est les séries les plus faciles à amener proche de l'échec, voire à l'échec. Parce qu'une série, admettons juste de 12 reps déjà, c'est une série qui va être très dure à mener à l'échec. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va venir te gêner, qui va venir gêner tes sensations, c'est la brûlure. La brûlure, c'est le leurre de l'échec musculaire. C'est-à-dire que plus ça va brûler, plus tu auras l'impression que tu te rapproches de l'échec, alors qu'en réalité, pas du tout. La brûlure peut être extrêmement intense, mais tu peux être encore loin de l'échec. Trop loin de l'échec pour provoquer une hypertrophie suffisante. Donc le pro tips, c'est vraiment de faire des séries courtes, des séries qui sont entre 6 et 10 reps. 10 reps, ça commence à être long. Après, c'est vraiment un curseur, c'est-à-dire qu'on est sur un spectre. Je dis pas qu'il faut faire que des séries courtes. Mais s'il y a des muscles où tu sens qu'il y a trop de brûlure et que tu as du mal à les porter à l'échec, réduis la fourchette de répétition. Tu vas voir que tu vas énormément plus progresser. Moi, dans mon cas personnel, ce sont les quadriceps. J'ai énormément de mal à aller à l'échec sur des séries trop longues. Quand je fais mes legs extensions, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, ça te carbonise les quadriceps. Littéralement, je suis obligé de caler des rest pauses pour faire baisser cette sensation de brûlure et pouvoir repartir. Et je privilégie aussi des séries plus courtes. Généralement, les gens font des legs extensions entre 12 et 20 reps. Moi, je le fais entre 8 et 12 reps. Troisième erreur, c'est avoir une dépense énergétique qui est trop faible. La dépense énergétique, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, réellement, c'est un game changer quand on veut un physique tracé. Je vais te parler d'un paradoxe. À la salle, tu prends en force, mais tu ne prends pas en muscle. Une des raisons, c'est que tu ne manges pas assez. À côté, au-delà de ne pas prendre en muscle, tu ne perds pas de gras. Et tu sais pourquoi tu ne perds pas de gras? Parce que tu manges trop. Donc d'un côté, tu prends pas en muscle parce que tu ne manges pas assez, de l'autre côté, tu ne perds pas de gras parce que tu manges trop. Et là, ça devient problématique. Parce que on peut pas baisser ses calories parce que sinon, on va progresser encore moins, mais on peut pas augmenter ses calories parce que, on perdra encore moins, voire on va stocker du gras. Donc la solution, ça va être d'augmenter sa dépense énergétique journalière. Pourquoi? Parce que en augmentant sa dépense énergétique journalière, on va venir créer un déficit calorique. Donc le problème du tu manges trop, il n'existe plus puisqu'on est en déficit calorique. Donc en fait, tu manges beaucoup, mais tu manges suffisamment peu pour être en déficit calorique étant donné que tu as une grosse dépense énergétique qui te permet de manger beaucoup. Mais en plus, tu vas pouvoir monter tes calories étant donné que tu as une grosse dépense énergétique à déficit calorique égal, ce qui te permet de perdre tout autant de gras, mais pour le coup de progresser à la salle parce que tu auras plus de micros et de macros à disposition pour la progression de tes muscles. Maintenant, comment est-ce qu'on augmente sa dépense énergétique journalière? Il y a des façons tout simples. Mais ça, on s'en rend pas compte. Moi, c'est un conseil qu'on m'a toujours donné et je trouvais ça absurde. Le fait de faire le ménage, le fait de faire la cuisine, le fait d'aller faire mes courses à pied. Tu vois, j'ai toujours été là, mais c'est des conseils pour les mamans qui font rien. Enfin, moi, je vais à la salle, je me bute, ça brûle déjà beaucoup de calories. Mais non, ça suffit pas d'aller à la salle. La salle, c'est une extrêmement faible dépense énergétique. Moi, aujourd'hui, j'ai une capacité de récupération qui est vraiment optimisée. J'ai un gros volume d'entraînement, ce qui fait que je passe beaucoup de temps à la salle. T'assure que je brûle très peu de calories. Généralement, une séance, ça va brûler entre 300 et 400 calories. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour le temps investi. Quand tu vas faire une heure de ménage, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça m'étonnerait pas que tu brûles quelque chose comme 500 calories, réellement, en une heure de ménage. Vraiment une heure de ménage où tu passes le balai, t'astiques, tu nettoies tout ce qu'il faut. Vraiment, tu fais le gros ménage. Gros ménage pendant une heure, ça brûle quelques centaines de calories. Faire ses courses à pied, c'est un banger. Si t'habites en ville, il y a forcément, tu te prends un magasin là qui a 2 km, 2 km 5, tu vas avec ton sac à dos, tu fais tes courses, tu les mets toutes dans ton sac à dos et tu reviens à pied. Et je t'assure qu'en plus le retour il est laissé donc c'est cheaté. Je t'assure que déjà tu vas faire des centaines d'euros d'économie par mois. Au moins une bonne centaine d'euros parce que tu vas pas acheter des conneries que tu vas acheter que au jour le jour. Et en plus, ça te fait de la dépense énergétique
énergétique journalière. Littéralement, ça te fait 8000, 10 000 pas très facilement. Ensuite, faire la cuisine. Tu vois, c'est tout bête. Mais prendre le temps de cuisiner, c'est dépenser tes calories facilement et gratuitement. Genre, tu te fais un bon repas pour ta famille, pour ta meuf, pour tes enfants si tu en as, tes parents, et je t'assure que tu vas brûler des calories facilement. Après, bien sûr, on a la marche, le très grand classique, faire ses 10 000 pas. C'est le classique. Et faire du jogging, donc course à pied, faire un petit peu de vélo, un petit peu des petites sorties d'endurance comme ça. Pas besoin de se terminer, tu vois. Pas besoin de faire de grands efforts. Juste, tu te fais une petite sortie, histoire de travailler aussi un petit peu le cardio, et ça te brûle des calories. La clé, réellement, c'est toute la journée rester en mouvement. Pas forcément, regarde, on va en venir à ce que je dis après, pro tips. Pas besoin de la sensation d'effort. Quand je dis de rester constamment en mouvement, réellement, t'as pas besoin de sentir que tu transpires, que tu tires la langue là, tu vois, que t'es en train de transpirer, que t'es rouge, non, réellement. Là, tu vois, je suis en train de te faire un tournage, que le rush de base, la vidéo sans montage, elle va durer peut-être 1 heure. Pendant 1 heure, juste en parlant, tu vois, j'aurais brûlé peut-être, j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être 200, 300 calories. Il n'y a pas besoin de ressentir la sensation d'effort. Automatiquement, juste en étant en mouvement, en marchant, en faisant le ménage, en faisant la cuisine, en prenant les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est pas crevant. Par contre, ça va être réellement game changer pour aller te chercher un physique tracé. Dis-toi que ce physique que j'ai là, je suis allé me le chercher uniquement avec de la dépense énergétique. Tu vois, là, littéralement, je crois que j'avais 4 ans d'entraînement. Regarde comment j'étais gras. J'avais de la masse musculaire, hein, j'avais peut-être 43, je crois que j'étais à 42,7 de bras, 42,7. Mais c'est pas beau, tu veux pas un corps comme ça. T'as vu comment c'est dégueulasse? Tu veux pas, ça fait massif, tu vois, c'est bien en t-shirt. Quand tu veux enlever le t-shirt, t'as envie de ressembler à ça. T'as envie d'avoir un physique qui est bien propre. Augmente ta dépense énergétique journalière et tu vas voir que quasiment, enfin pas instantanément, mais dès les premières semaines où tu vas augmenter ta dépense énergétique, réellement, tu vas avoir un physique de plus en plus tracé. Faut juste tenir dans le temps. Conseil numéro 4, celui-là, je pense que c'est le meilleur. Enfin, c'est l'erreur numéro 4, c'est celle qui m'a coûté le plus cher, réellement. C'est subir la moindre brise. Qu'est-ce que j'entends par brise? Tu vois, des fois, dans ta vie, tu auras des trucs qui vont venir créer du chaos dans ta vie. Tu pourras pas toujours avoir ta petite routine. Le matin, je mange mes petits flocons d'avoine et mes petits œufs avec mes fruits. Et puis le midi, je mange mon petit truc. Et puis je retourne au boulot. Et puis le soir, je mange mon repas. Ça, c'est la routine, c'est facile à tenir. T'as juste à faire les mêmes choses mécaniquement tous les jours. Mais malheureusement, t'as du chaos qui est inévitable tous les jours. Enfin, au moins une fois par semaine, plusieurs fois par mois. Tu auras du chaos qui va venir déchirer ta routine. Par exemple, sort de chez mes grands-parents, ben je sais que ma routine, je vais pas pouvoir la tenir là-bas. Parce que ils vont me forcer à manger. Ils vont me proposer du chocolat. Moi, j'adore le chocolat, tu vois. Ils vont me proposer des trucs. Je sais que si je les écoute, très honnêtement, je me tape 8000 calories par jour. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un physique tracé comparé aux années précédentes, c'est que le chaos, je le subis. Le chaos, je l'ai entre guillemets apprivoisé. Le chaos fait partie de ma routine. C'est ok en fait. Je me fais plaisir chez mes grands-parents, je mange, mais ça fait partie de ma routine. Je me suis adapté de façon à ce que si je mange un peu trop de calories, eh bien, c'est pas grave. Parce que j'ai une dépense énergétique qui est élevée, et quoi qu'il arrive, dès les prochains jours, je reprendrai ma routine habituelle. Donc c'est pas grave. Mais moi je te parle de mes grands-parents, peut-être que toi, si t'es proche de tes grands-parents, que t'as des grands-parents comme ça, pareil, à chaque fois que tu vas chez tes grands-parents, t'avales plein de bouffe. Mais il y a plusieurs situations où il y a du chaos, tu vois. Tu fais un repas de famille, où tu réunis les cousins, la famille, etc. Ben, c'est compliqué de ramener son tupperware de légumerie poulet. Quand tu fais une soirée avec des potes, quand tu fais une soirée avec des meufs, tu vois, forcément, tu auras peut-être des boissons. Bon, je te conseille pas de boire de l'alcool, mais boire un peu d'alcool à la rigueur une fois par mois, c'est ok. Tu auras de la bouffe, des pizzas. Forcément, ça va être compliqué. Tu fais des bouffes entre potes, tacos, pizza, resto, des calories, les dates, les restos avec ta partenaire, la fatigue qui va venir forcément faciliter le fait de te dire bon allez, je suis bien fatigué, je le mérite. Et tu t'avales quelques milliers de calories. Un décès qui malheureusement, on va tous connaître ça, ou on a tous déjà connu ça dans la vie, et on va encore le connaître. C'est très compliqué mentalement de tenir ça. Ou même une rupture amoureuse, une rupture ou peut-être sociale avec un pote, genre une rupture amicale. Tout ça, c'est des situations qui sont très compliquées et qui peuvent t'amener à craquer et à... Enfin, c'est du chaos dans ta vie, c'est des tempêtes. Et le problème, c'est que la clé d'un physique tracé pour la vie, tu vois, c'est vraiment la maîtrise du chaos. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut que le chaos, ça soit quelque chose de routinier pour toi. C'est ce que j'aime bien dire, c'est que l'inconfort doit devenir ta zone de confort. Le chaos doit devenir ta routine. Et réellement, si ton chaos, enfin, tu le subis à chaque fois, la moindre petite brise, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a 2 ou 3 slides. La brise, c'est un tout petit vent, un tout petit souffle. Et si toi, à chaque tout petit souffle, ton physique, il est cassé en deux, tu craques pour rien, tu avales des milliers de calories, tu as une mentalité pourrie vis-à-vis de l'alimentation, ça on va en reparler après parce que c'est extrêmement important. En fait, tu te retrouves à prendre du gras inutilement, réellement. Je sais pas, une brise, ça peut être, tiens, il y a un pote qui te propose un cookie, tu le manges, tu pètes un câble,
et tu retournes bouffer tu vas t'acheter, tu vois, un paquet de cookies et l'avaler en entier, tu vois. Ça, pour moi, c'est juste une petite brise. Juste un pote t'a proposé un cookie. C'est ok de le manger, hein, ça fait partie de la vie. Même si c'est plus facile de dire non, tu vois, pour un cookie, c'est pas grand chose. Mais si vraiment tu le veux, mange-le. C'est rien, ça fait 200 cales, tu le mets dans ta diète, tu le mets dans tes cales. Mais si ce genre de petites brises viennent te massacrer ton physique, imagine les jours de chaos quand tu auras un décès, quand tu auras une rupture amoureuse, quand ta vie ça sera de la merde. Tu vois, t'as des moments dans ta vie où c'est de la merde, t'as du chaos partout. T'as l'impression de passer dans un tunnel, t'as l'impression de couler dans les profondeurs, tu vois. Là, c'est le chaos. Là, tu vois, c'est le vrai chaos, c'est la bourrasque, c'est la tempête, c'est la tornade. Tu vois. Déjà, la brise, ça vient niquer ton physique. Qu'est-ce que ça va être quand ta vie, ça sera réellement le chaos? Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens, c'est que t'as des gens qui font des efforts pendant des mois, 2, 3, 4 mois, et puis il y a du chaos qui arrive. Il y a les fêtes de Noël, il y a Pâques, il y a une rupture, un deuil. Peu importe, ça peut être n'importe quelle forme de chaos. Je pense qu'on a tous une idée de choses qui est venue niquer notre progression, quelque chose de chaotique qui s'est passé dans la vie. Et bien à ce moment-là, pour la plupart des gens, au bout de 3-4 mois, ils arrêtent leurs efforts parce qu'ils se disent je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus le temps, je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela pour m'occuper de moi. Donc le chaos vient réellement détruire leur physique. Et ça, c'est problématique parce que si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais à avoir un physique tracé. Si tu as un peu de chance, tu arriveras à avoir 3-4 mois dans ta vie où tu n'auras pas de chaos. Donc tu vas réussir à te bâtir un physique tracé. Mais dès le moindre chaos, tu vas te retrouver avec un physique gras. Et tu vois, ce physique-là, je l'ai pas toujours eu en 4 ans. En 4 ans, il y a des moments où je redevenais tracé, un peu comme ça, et puis je revenais à ça. Parce qu'en fait, je maîtrisais pas le chaos. Parce que là, je sortais, pour être transparent avec toi, sur cette photo, ça se voyait à ma coupe de cheveux et tout, je m'entretenais plus du tout. Je sortais de rupture amoureuse avec mon vrai premier amour. Ça avait été très compliqué. Je mangeais beaucoup au contraire. J'étais vraiment un gros bouffeur. Dès que mon meilleur pote sortait, me proposait tacos, j'y allais, tu vois. Je dormais très mal, je m'entraînais assez, on va dire, j'allais à la salle, mais sans grand focus, donc j'avais ce physique là, tu vois. Et tout ça pour dire que tu peux pas te laisser abattre par tous les chaos qu'il y aura dans ta vie, genre vraiment. Et encore, j'ai séché depuis là, je vois cette photo, je crois que j'étais à 84 kilos, à 85 actuellement, je pèse 83, tu vois, donc je te laisse imaginer réellement ce que ça peut donner un physique tracé. 5. Erreur numéro 5, compter sur ses potes ou sur le fameux pote musclé pour te corriger à la salle. Tu sais, on a tous ce gars là on le connaît tous, ce gars qui dit non mais moi je fais mes mouvements bien parce que je vais à la salle avec mes potes. Mais tu sais, les potes ils font genre 50 kilos pour 1m80, tu vois. J'entends ça vraiment tous les jours à la salle ou sur les réseaux sociaux et c'est pas entendable. Je vais te faire un petit changement de paradigme, un petit exercice mental. Je vais t'inviter à mettre en pause ton écran et on va se poser ces 4 questions. Alors, tes potes aujourd'hui ils vont te conseiller, que ça soit des corrections d'exercice, ou vont te conseiller par rapport à leur progression. Je vais vraiment t'inviter à te pousser à la réflexion. Donc tes potes aujourd'hui te conseillent logiquement à partir des conseils trouvés sur les réseaux. Ils ont pas de diplôme, ils ont pas d'expérience au vu de leur physique, donc ils peuvent juste te conseiller à partir de ce qu'ils ont trouvé sur les réseaux. Deuxième point, on est d'accord que quand on cherche des informations sur le réseau, on trouve tout et son contraire. On a de la surinformation, donc automatiquement, on a de la désinformation. On a tout et son contraire, on a des personnes qui se contredisent, les coachs qui se contredisent, tout c'est compliqué. Deuxième point. On est d'accord que même si ton pote il a un petit peu d'expérience, donc c'est le cas du pote musclé, ce qui marche sur ton pote ne marche pas forcément sur toi. On est d'accord. Donc comment tes potes peuvent-ils être de bons conseils pour ton cas personnel en partant de ces 3 points précédents? Je ne vais pas t'apporter de réponse, je t'invite simplement à réfléchir par rapport à ça. Réellement, mets en pause et réfléchis-y parce que tu vas voir que tu vas te dire « Ah ouais, c'est peut-être pour ça que le conseil qu'il m'a donné la dernière fois il me faisait mal à l'épaule. C'est peut-être pour ça que le conseil qu'il m'a donné, malgré ça, je sentais pas mes pecs. C'est peut-être pour ça que le conseil qu'il m'a donné sur l'alimentation, ça a rien changé à ma perte de gras. » En fait, c'est logique. Pareil pour le pote musclé, hein. Est-ce qu'il a un diplôme? Est-ce qu'il est capable d'analyser ta morphologie? Est-ce qu'il a analysé ton train de vie pour se conseiller au mieux? Être coach, ça s'improvise pas, tu vois. Ton pote musclé, il a eu un coup de chance à la loterie, génétique, il a une bonne génétique, il a peut-être que oui, peut-être que non, hein, mais peut-être qu'il a progressé en faisant de la merde, mais juste il a une bonne génétique, il a bien progressé, tu vois. Donc, tu vois, petit changement de paradigme, encore petite question que j'aimerais te poser, mais est-ce que tu ferais confiance à un gars qui a gagné au loto, donc qui a eu de la chance pour gagner de l'argent, mais qui va te conseiller sur comment gagner de l'argent, tu vois, qui va te conseiller sur tes finances? Si on regarde au premier plan, on est d'accord que c'est une bonne idée, mais si on réfléchit à la question plus en profondeur. 6. Les fameux comportements vis-à-vis de l'alimentation, dont je te parlais tout à l'heure. On va en parler de 1 ici. C'est le foutu pour foutu. Ça, c'est un des pires comportements à avoir vis-à-vis de l'alimentation. Pose-toi les bonnes questions. Je sais ça. On est beaucoup sur les questions là depuis le point numéro 5. Mais d'où te vient ce truc de foutu pour foutu? Tu sais ce que je te disais tout à l'heure, genre t'as du chaos, t'as un pote qui vient te proposer un cookie, et toi tu te dis putain, je suis vraiment trop con, je viens de manger un cookie, ça va niquer ma progression, j'ai mangé du sucre, oh là là, j'ai mangé trop de calories. Bon, en vrai, nique ça. Je vais manger. Au pire, si le journaux je me fais plaisir, foutu pour foutu, autant que je me termine et que je me fasse plaisir jusqu'au bout. Et d'où te vient ça? Tu vois, c'est irrationnel ce foutu pour foutu. Parce que t'aurais très bien pu t'arrêter au simple cookie que ton pote t'a proposé, c'est 200 calories. 200 calories, littéralement, tu peux le compenser dans ton alimentation le jour même. Mais non, toi, t'as préféré aller défoncer un paquet de cookies à côté qui t'a apporté, tu vois, 2000 calories. On passe de 200 à 2000 calories. Littéralement, c'est ce que je dis là. Tu viens de manger 10 fois plus de calories pour une simple mentalité de merde. Mais c'est pas ta faute si t'as cette mentalité. Tu vois, il y a plein de gars qui l'ont. Moi, le premier, j'avais cette mentalité de merde, encore une fois. Et ce genre de mentalité, t'aurais simplement pu bouffer un cookie et même ne
ne pas compenser, tu vois. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, compenser, ça peut être signe de trouble du comportement alimentaire, même si je suis pas d'accord. Mais admettons, même si t'avais pas compensé. Si t'avais pas compensé, t'aurais mangé 200 calories en plus, c'est pas grave. Parce que si t'es intelligent sur ton déficit calorique et que tu as regardé mes vidéos précédentes, tu sais que se mettre en déficit calorique de 200, c'est que dalle et ça sert à rien. C'est trop lent et au moindre craquage, tu viens niquer ta progression. Mais si t'as un déficit calorique de 800, 2000, 2002, enlever 200, c'est pas grave. Donc réellement, quand tu craques, quand un pote te propose de la bouffe, tu peux accepter le fait que t'es craqué, mais ne te fais pas un foutu pour foutu. Et si t'es sur le point de te dire, allez, foutu pour foutu, je dégomme tout, pose-toi, je sais que dans ton cerveau, il y a plein de choses qui se passent, je sais très bien comment ça se passe. Pose-toi et demande-toi d'où vient ce foutu pour foutu. Qu'est-ce que ça va m'apporter là? Est-ce que vraiment le fait de me faire plaisir là pendant 5 minutes à tout bouffer, au vu de l'état dans lequel je vais me mettre dans 5 minutes de regret, de frustration parce que j'ai niqué ma progression, est-ce que ça vaut vraiment le coup là de taper 10 cookies en plus? Sachant que je me suis déjà fait plaisir avec eux. C'est des schémas de réflexion et il faut que tu lises que ton cerveau, tu vois, nerveusement, enfin, t'as des circuits de la récompense, t'as des circuits qui sont faits dans ton cerveau de façon à ce que t'as des façons de penser qui sont uniques, t'as des connexions neuronales qui sont faites de façon à ce que t'aies des schémas de pensée uniques. Les schémas de pensée où le foutu pour foutu dans ton cadre de référence, dans ta carte du monde, c'est quelque chose de normal. Ton objectif, ça va être de défaire ces circuits pour en refaire de nouveau, pour que dans ta carte du monde, un foutu pour foutu, c'est absurde d'en faire. Moi, avant, faire un foutu pour moi, genre je me sentais obligé de le faire, tu vois. Maintenant, c'est absurde pour moi d'être dans un foutu pour foutu. Je me suis déjà fait plaisir, admettons que j'ai fait un craquage, ce qui peut arriver, c'est ok, c'est pas un problème de discipline, ça peut arriver de craquer. T'as craqué, tu viens d'avaler 800 calories. C'est pas grave dans l'absolu, 800 calories, c'est rien. Mais si tu te mets dans un foutu pour foutu et que tu continues en fait dans ta lancée, tu vas avaler 4000 calories. Et là, ça commence à devenir problématique. Autant pour ton physique et surtout, autant que pour ton mental. Sachant que, ouais, je le dis là, mais le cookie de 200 calories, même le gros craquage de 800 que je viens de te citer juste avant, il n'aurait même pas été perçu visuellement. Là, tu vois, dis-toi, sur cette photo, j'avais craqué de 800 calories le matin même. C'était la semaine dernière. Ça se voit pas. Par contre, si j'avais craqué de 4000 calories, ça aurait pas été la même. Quand tu te réveilles avec le foutu pour foutu, admettons que t'aies fait un restaurant chinois. Tu vois, tu te dis, tu t'étais dit, allez, je fais pas n'importe quoi, juste une ou deux assiettes, je me fais plaisir et c'est tout. Et tu sors, t'as fait un foutu pour foutu, t'as bouffé à volonté, limite jusqu'à en vomir. Tellement flotteux que le lendemain où tu te réveilles, tu sais, t'as bouffé tellement salé, tu sais, on connaît tous, on mange le chinois le soir et après toute la nuit, t'as envie de boire. T'as l'impression le lendemain, tellement t'es flotteux. Sauf que toi, tu sais pas que t'es flotteux, t'as l'impression que t'as juste repris du gras. T'as l'impression que tu dois recommencer de zéro. Genre, ça fait 4-5 semaines, là, t'as perdu 5-6 kilos si t'as bien fait les choses. Et là, what the fuck? T'as l'impression que t'as tout repris visuellement, t'es dégueulasse. Et ce qui est normal, c'est de la rétention d'eau. Mais toi, tu le sais pas. Et en fait, mentalement, ça te met une grosse claque et le lendemain, littéralement, t'as plus envie de faire d'efforts. Parce que psychologiquement, ce que tu te dis, c'est ok, donc là, littéralement, je viens de faire 5 semaines d'efforts pour que là, en un repas, ça nique tout. Forcément, c'est très dur psychologiquement. Le foutu pour foutu, vraiment, évite. Conseil numéro 7, ou plutôt erreur numéro 7, c'est se mettre en déficit calorique, mais sans tracking. Et ça devient problématique. Pourquoi? Quand tu ne traques pas tes calories, quand tu ne traques pas tes macros, t'as tendance à te dire, bah, j'ai l'impression de pas beaucoup manger. Mais pourtant, je perds pas de gras. Qu'est-ce qui est problématique là-dedans, à ton avis? Je te laisse réfléchir et peut-être me le dire en commentaire. Qu'est-ce qui est problématique dans cette phrase? C'est le mot impression. J'ai l'impression de pas beaucoup manger. Ok. Donc tu te fies à tes sens. Tu te fies à quelque chose de... C'est pas chiffré. C'est pas quelque chose qui est quantifié. C'est juste une impression. C'est un ressenti. On ne se fie pas sur des impressions. Jamais. On est très mauvais pour savoir combien de calories on a mangé. On est très mauvais pour savoir si on a peu ou beaucoup mangé. On se fie uniquement à des données. Encore mieux, à des données chiffrées. Le problème, c'est que tu as plusieurs problèmes déjà par rapport à un déficit calorique non traqué. C'est que ça peut te mener à une impatience qui va t'amener à augmenter trop tôt le déficit calorique que tu fais. Tu vas te dire, putain, je progresse pas assez vite. Je sais pas combien je pèse là, mais je progresse pas assez vite visuellement. Je me souviens, j'étais quasiment pareil. J'avais l'impression d'être quasiment pareil. Et je vais augmenter le déficit pour que ça aille. Alors que si ça se trouve, si tu avais pris poids chaque jour, au moins 3 fois par semaine, tu aurais vu que ton poids diminuait largement, suffisamment. Peut-être que même il diminuait déjà trop. Et ça, tu aurais pu le voir avec des données. Et au lieu d'augmenter ton déficit calorique, tu l'aurais pu le réduire. Donc manger plus. Et toi, par impatience et par manque de données, tu vas augmenter trop tôt ton déficit calorique. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, tu vas te créer des troubles du comportement alimentaire avec un quantité de calories qui est trop basse. Tu vas forcément perdre en motivation. Tu vas avoir moins d'énergie. Tu vas niquer ton métabolisme. Tu vas te sentir extrêmement faible. Tu vas perdre ta libido. Tu vas te sentir fatigué. Tu vas penser constamment à la nourriture, tu vas être constamment en train de te battre contre ton mental, alors que tout ça, ça n'aurait pas eu lieu si tu avais traqué tes calories. Il y a un truc tout con, mais traquer, ça permet de s'assurer et de se faire plaisir. C'est paradoxal, hein, mais plus tu vas être carré sur ton tracking, plus tu vas pouvoir te permettre d'être flexible sur ta diète. Je te donne un exemple. Ton pote, il te propose un cookie. Tu sais que ce cookie-là, il est à peu près à 200 calories. Si tu n'as aucune idée des calories où tu es, tu vas tellement te mettre dans le mal à te poser des questions et à te dire, putain, ça se trouve, le cookie que j'ai mangé, c'est ça qui me fait pas progresser, si ça se trouve, il me met en surplus calorique, c'est lui qui vient de me niquer mon déficit calorique, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Tu vas te trouver 10 000 raisons et tu vas culpabiliser par rapport à ce cookie. Alors
Alors qu'à l'inverse, si tu as des données chiffrées, ok, aujourd'hui je dois manger 3000 calories. Là, il me reste encore, je suis déjà à 2000 calories de manger, donc il me reste 1000 calories. Ce soir, je devais manger 1000 calories, là mon pote me propose 200 calories. Ok, bah c'est pas grave, il me reste 1000 calories à disposition, je mange mon cookie de 200 calories, et ce soir, je mangerai simplement 800 calories. Que des chiffres, c'est calculé en 2 secondes, t'évites les troubles du comportement alimentaire, et justement, plus tu vas être carré sur le tracking, ça te permet justement, comme là dans la situation que je viens de te donner pour exemple, de te manger un cookie sans culpabilité, sans frustration. Tu prends que du plaisir, c'est du plaisir dans ta diète, c'est de la flexibilité, et le soir, t'as 800 calories. T'es très bien. Alors que si ça se trouve aussi, t'aurais pu manger un cookie et te dire, dans le doute, ce soir, je mange pas. Je mange mon cookie là et ce soir, je mange pas. C'est stupide parce qu'en fait, il te restait 800 calories le soir que t'aurais pu manger. Pour simplement 200 calories de cookie. C'est des trucs tout cons, hein, mais traquer, c'est un cheat code. Bon, ça, c'est les problèmes de quand on a les calories trop bas, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure avec les TCA, la perte de libido, la perte d'énergie, le sommeil, je pense tout le temps à la bouffe, etc., etc. En fait, ça t'amène à avoir un physique comme ça parce que derrière, tu reprends tout parce que, crac, t'as des TCA, tu développes tout, et tu te retrouves avec des bourrelets énormes. Là, je pesais 105. Hein. Là, sur cette photo, je suis à 84, je crois, ou 85. Il y a littéralement 20 kilos d'écart, pour te dire. Donc, faut faire attention. 8e erreur, plus c'est dégueulasse, plus ça me fait progresser. Je parle d'alimentation. Ça, c'est un autre des pires comportements vis-à-vis de l'alimentation. C'est de se dire, Thibaut InShape, je crois, il en avait parlé dans un podcast, et c'est vrai que ça m'avait fait me réveiller il y a quelques années. Quand tu te dis, ok, là, je mange mon poisson blanc, c'est fade, là, mon riz, il est sec, il est fade, mais je fais ça pour mon bien. Genre, je sens, ce qu'il avait dit Thibaut, hein, j'ai l'impression que c'est tellement fade que plus c'est fade, moins j'y prends de plaisir, plus ça va m'apporter de résultats. Et pour moi, ça, c'est un trouble du comportement alimentaire. Et c'est un des pires parce que tu ne prendras en fait plus jamais de plaisir dans ta vie. Et les moments où tu vas prendre du plaisir dans ton alimentation, tu vas associer le plaisir à la régression. Étant donné que tu as associé, c'est quoi l'inverse du plaisir? Ça serait, on va dire, le non-plaisir. Tu as associé le non-plaisir au progrès. Donc tu as associé le plaisir au... Je sais pas ce que c'est l'inverse du progrès, ça se dit pas le regret, mais bref, à la régression. Et ça, c'est problématique parce que tu vas culpabiliser à chaque fois que tu vas te faire plaisir et tu vas associer le fait de pas te faire plaisir dans l'alimentation à quelque chose de négatif. Et réellement, il faut que tu te dises qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de manger des choux-fleurs, du poisson blanc, du riz, des légumes, des trucs comme ça. Réellement, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà ce que je mange, littéralement. Des wraps, des entrecôtes au resto. Ça, c'était un resto chinois, tu vois, j'ai mangé des beignets, des fraises, à la noix de coco, ça, c'est des macarons, je crois. Je confonds avec les macaronis à chaque fois, mais ouais, c'est des macarons. J'ai fait 4 burgers maison, là, 2 burgers maison avec des frites. Là, je me suis fait 2 tacos au fromage. J'ai même pas réussi à les fermer tellement ils étaient chargés. Avec un petit Coca Zéro derrière. Littéralement, tu peux te faire plaisir, mais tellement facilement. Et ça, c'est littéralement des trucs qui te feront autant, je dis bien autant progresser que le chou-fleur et du poisson blanc. Donc aujourd'hui, est-ce que tu préfères manger ça ou du chou-fleur et des poissons blancs? Et pour ça, j'ai une solution pour toi. Tu peux retrouver littéralement 30 repas, 30 recettes totalement gratuites dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est offert. Je te laisse les retrouver par toi-même. Erreur numéro 9, c'est être dans l'effet Dunning-Kruger. Cet effet, il est machiavélique, il est maléfique de ouf. Tu vas voir pourquoi. Ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Quand on commence dans un domaine, avec le temps, on va se renseigner. Au début, on est conscient qu'on est nul, tu vois. Mais on va se dire, ok, je me renseigne, et très rapidement, tu vas prendre confiance en tes compétences. Sachant qu'on est là, sur le niveau de compétence, on est encore débutant. Tu vas très rapidement prendre confiance, parce que tu auras l'impression de tout savoir. Tu auras l'impression vraiment d'être calé, mais vraiment, t'es chaud, tu sais. Ça te le fait quand tu commences une discipline, je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Moi, j'y suis très sensible, et je sais que quand je commence une activité, très rapidement, l'effet Dunning-Kruger, ça. Mais maintenant que j'en ai conscience, je me fais plus avoir. Je le ressens, hein, mais je sais que je suis biaisé. Quand tu commences, t'as l'impression que c'est facile au début. T'as l'impression de tout savoir. T'as l'impression qu'en fait, il n'y a pas tant de choses à savoir. En fait, ici, l'erreur, ça serait d'en rester au mont de la stupidité, à la montagne de la stupidité. Et il y a beaucoup de personnes qui en sont là. Tu verras des jeunes sur les réseaux qui ont 1 an de musculation, qui ont 8 mois de musculation, qui sont bloqués là et qui te donnent des conseils pour avoir un bon physique. Mais le problème, c'est que, souviens-toi, en musculation, c'est aussi un sport de chance. C'est aussi un sport où il y a la génétique qui rentre en compte. Bien que la génétique, attention, tu peux pas savoir si t'en as une bonne ou une mauvaise, donc quoi qu'il arrive, faut te buter. Et ça doit pas devenir une excuse aussi. Mais il y a toujours des gars qui ont une bonne génétique, donc ils progressent très rapidement dès le début, et du coup ils pensent que leurs conseils sont de valeur. Mais c'est l'effet Dunning-Kruger. Pour les personnes qui sont intelligentes et qui savent se remettre en question, donc elles vont du coup se remettre en question, et c'est là que pour une remise en question, et c'est la fameuse vallée de l'humilité. Parce que plus tu te renseignes, plus tu te rends compte qu'en fait tu ne sais rien. C'est une citation très connue de je ne sais plus qui. Si vous pouvez me le dire en commentaire, pareil, ça serait cool. Et tu te retrouves en fait dans cette vallée de l'humilité. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu vas remonter en compétences, et surtout en confiance en tes compétences. Voilà, tout simplement. Et l'erreur,
c'est vraiment ici, quand tu es dans cette auto-surévaluation, et tu as cette montagne de la stupidité. Et ce que tu dois retenir, c'est que tu dois pas remettre en question les conseils donnés par des personnes professionnelles ou qui sont passées par là où tu es passé. Le problème, c'est quand tu es ici, tu as l'impression d'être meilleur des fois que certains gars qui sont ici, tu vois. Parce qu'en fait, au niveau de confiance, t'es plus haut que lui. Et du coup, tu remets en question carrément des conseils de mecs qui ont 10 ans de muscu, tu vois. Sauf que toi, t'es ici. Toi, t'es à 8 mois de muscu, tu vois. Ne remets pas en question les conseils donnés par des personnes pros qui sont passées par là où tu es passé. Enfin, erreur plutôt numéro 10. Moi, je l'ai mal écrit, je l'ai mis sous forme de conseil. L'erreur, ça serait de suivre les bons marketeurs et pas les bons coachs. Donc, le conseil, c'est suivre les bons coachs, pas les bons marketeurs. Les marketeurs sont là pour vendre, les coachs sont là pour aider. Si ça paraît trop simple, trop magique, trop... T'as l'impression que tu dois pas faire d'efforts, t'as l'impression que juste avec un entraînement de 15 minutes par semaine, c'est trop facile. Ah, ça pue. Honnêtement, ça pue. Ou encore, des fois, on te promet des trucs de ouf en 4 semaines, genre en mode perdre 10 kilos en 4 semaines et un physique tracé en 4 semaines. Honnêtement, fuis. Pour aller plus loin, ce que je te propose, c'est une consultation gratuite. Le lien est dans la description. Durant cette consultation, tu vas avoir affaire à moi ou à un membre de mon équipe. L'idée, ça va être que pendant 45 minutes, on analyse qu'est-ce que tu es en train de faire par rapport à ton objectif. Donc, on va te demander ton objectif dans un premier temps, on va voir ce que tu es en train de faire. On va pouvoir te dire si oui ou non ce que tu fais c'est bien, si c'est pas bien, ce qui est bon, ce qui est moins bon, pour pouvoir t'apporter de la clarté. Si tu ne fais rien pour l'instant par rapport à ton objectif, cette consultation elle est aussi faite pour toi et tu vas pouvoir en tirer aussi des bénéfices parce qu'on va pouvoir t'aiguiller sur quoi faire par rapport à ton cas personnalisé. Et on pourra t'apporter une solution à la fin de cet appel de consultation. Donc c'est une consultation gratuite, mais tu verras qu'à la fin de cette consultation gratuite également, on te proposera d'intégrer notre accompagnement si on voit que tu es suffisamment déter. Donc si tu souhaites prendre une consultation gratuite avec nous, c'est gratuit, c'est sans engagement. Je t'invite à réserver ton créneau directement sur le lien qu'il y a dans la description. On se dit à très vite, c'était Théo. Ciao, ciao.